Merci Philippe, je suis très honoré d'être ici aujourd'hui, surtout que le collège est une des rares institutions où la rhétorique a toujours eu droit de cité depuis Pierre de la Ramée, c'est-à-dire il y a 400 ans, alors que dans le reste des institutions universitaires européennes et pas seulement françaises, la rhétorique n'a pas toujours eu droit de cité pour de multiples raisons. Comme s'il y avait cette vieille opposition de la rhétorique et de la philosophie qui, depuis Platon, se transmettait de génération en génération. Alors, donc, la rhétorique est une discipline qui, à bien des égards, aujourd'hui, revient à l'avant-plan pour des tas de raisons et elle est presque à la mode. Elle est à la mode pour, je crois, plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que il y a eu un effondrement des idéologies qui s'est produit et qui a engendré le pluralisme des opinions, des discussions possibles, des confrontations d'idées. Donc sur le plan politique, la rhétorique s'est généralisée avec l'effondrement des pensées idéologiques et monolithiques. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans une société qui est devenue médiatique, où il faut persuader et convaincre plutôt que de donner des ordres. C'est donc une démocratisation de la société qui s'est généralisée et qui s'est traduite dans les médias qui eux-mêmes sont devenus multiformes, pas seulement la télévision, la radio, Internet, etc. Donc il s'agit d'accrocher dans un monde pluriel le spectateur, l'auditeur, et par conséquent, la rhétorique est déterminante. Dans une société aussi qui se veut libérale et qui donc doit pratiquer le commerce et les échanges, le rôle de la publicité est crucial, et c'est vraiment un champ privilégié de la rhétorique à bien des égards. Donc ça, c'est le contexte politique général. Il y a aussi une deuxième raison, ou une troisième raison, qui est d'ordre méthodologique, qui fait que la rhétorique semble gagner malgré tout de plus en plus l'institutionnel. C'est le fait qu'avec l'effondrement du modèle structuraliste des années 60, au fond, il y a eu un effondrement, non pas du structuralisme, puisque l'œuvre de Philippe Descola montre bien que, heureusement, on étudie encore les structures, mais on les pense autrement. On ne les pense plus à partir de la linguistique et des schémas d'opposition binaire qui se chevauchent ou qui se correspondent. En fait, la rhétorique est devenue la nouvelle matrice des sciences humaines pour une raison très simple. C'est qu'au fond, en sciences humaines, comme dans la vie de tous les jours, on donne des arguments et pas des démonstrations. On essaye de convaincre, mais on ne peut pas démontrer. Il n'est d'ailleurs pas sûr que dans toutes les sciences de la nature, on se trouve dans l'ordre de la démonstration. Mais en tout cas, dans l'ordre des sciences humaines, il faut des arguments. Et on le voit, bien sûr, en histoire, où il faut que des documents, des témoignages ou des faits soient convaincants pour être pertinents. On le voit, bien sûr, dans la science politique, on le voit, bien sûr, en psychologie. Je pense que, par exemple, la révolution psychanalytique, c'est développer justement la faveur de la rhétorique quand on a conçu l'inconscient non plus, comme disait Lacan, structuré comme un langage, mais quand on s'est rendu compte que ce langage était un langage qui était centré sur des formules rhétoriques particulières comme la métonymie ou la métaphore qui reprennent les opérations fondamentales de l'interprétation des rêves. On a retrouvé ça également en sociologie, où on voit bien que l'étude des groupes, des communautés repose sur le renforcement de la présence. Moi, j'ai un peu étudié l'art romain, et dans la société romaine, c'est assez frappant de voir que la fonction exemplative de la rhétorique, c'est de renforcer le sens de l'appartenance à la communauté, donc à une romanité qui est plurielle, puisque c'est un empire. Et ce renforcement des valeurs est par définition quelque chose de rhétorique. Et toute expression de la communauté est d'ordre rhétorique. Donc on voit bien que la rhétorique domine également aujourd'hui les sciences humaines, soit à titre argumentatif, parce qu'il faut donner des raisons, soit à titre de discours qui convient, qui plaît. Et on retrouve là cette vieille opposition entre la rhétorique et l'argumentation. Alors, il y a rhétorique avec un grand R, qui est la discipline et qui couvre aussi l'argumentation. Et puis, il y a la rhétorique avec un petit R, qui est une technique,
C'est pour ça qu'Aristote appelait son livre fondamental Techne Rhetoricae, c'est-à-dire la technique rhétorique. C'est-à-dire qu'au fond, la rhétorique, c'est un ensemble de procédés particuliers et différents de l'argumentation. Et il ouvre d'ailleurs son traité avec une phrase qui a toujours semblé énigmatique et qui l'est demeurée. Il dit la rhétorique, c'est la contrepartie antistrophos, c'est l'équivalent ou le pendant de la dialectique. Mais il n'a jamais expliqué ce qu'il voulait dire, et on en est resté sur sa fin, dans la mesure où, que veut dire le mot contrepartie? On voit bien que les deux sont l'envers et l'endroit d'une même pièce, mais quelle est la pièce? Donc, il y a cette opposition entre la rhétorique et l'argumentation qui se trimballe à travers toute l'histoire de la pensée et qui mérite certainement d'être repensée si on veut avoir une vision globale de la rhétorique. Parce qu'au fond, ce qui est frappant quand on fait de la rhétorique, c'est qu'elle est aussi importante aujourd'hui qu'elle est floue. Qu'entend-on juste par rhétorique? Déjà, on a l'opposition de la rhétorique et de l'argumentation. Mais il n'y a pas que cela. C'est que quand on se penche sur les définitions qu'on donne de la rhétorique, on ne s'y retrouve plus. On a l'impression qu'il y a autant de définitions que d'auteurs. Certains, et si on balaye rapidement l'histoire de la pensée, certains définissent la rhétorique comme une manipulation des esprits. C'est Platon, c'est une définition connue et qui a obéré l'histoire de la rhétorique, puisque encore aujourd'hui, quand on dit c'est de la rhétorique, on veut dire c'est des mots, c'est du blabla, c'est-à-dire ça n'a aucune valeur effective. Ça, c'est une des premières définitions qui assimile la rhétorique au jeu des sophistes, capables de dire tout et n'importe quoi, moyennant finance, mais qui s'oppose au discours du philosophe qui est sensible à la vérité. La deuxième groupe de définition, ou deuxième type de définition, c'est l'art de bien parler, ars benedicendi, qu'on trouve chez Quintilien. C'est le rapport du figuré et du littéral qu'on trouve chez Ducrot, qu'on trouve d'ailleurs dans toute la rhétorique littéraire qui mettait l'accent sur la figurativité comme étant un écart ou une distance par rapport à une norme quotidienne. Et on voit bien que dans ces cas-là, le langage est prioritaire et que la notion d'implicitation, d'inférence est seconde. Puis, vous avez des définitions qui sont centrées sur l'orateur, qui sont centrées sur le fait qu'il a la juste expression. Vous avez donc, bref, vous avez un ensemble de définitions qui sont, d'Aristote à nos jours, extrêmement variables. Vous prenez par exemple, puisque la rhétorique connaîtra un destin absolument funeste, puisque après une période fondatrice gréco-romaine, sur laquelle on reviendra brièvement, la rhétorique s'est complètement délitée pour ne plus s'incarner que dans des figures de style purement stériles qui pouvaient se traduire par une relittéralité qui lui donnait sens, rendant quasiment superflu, à part pour des raisons de courtisanerie ou de politique, les figures de style. Et alors on s'est retrouvé devant des catalogues de figures aussi compliqués que possible. Et on voit bien que cette restriction de la rhétorique, qui a un sens, on verra pourquoi, au fond, a tué la rhétorique jusqu'au XXe siècle, lorsque elle a ressurgi sous la plume de deux auteurs, Toulmin, qui était un élève de Wittgenstein et qui a trouvé une sorte de modèle algorithmique de l'argumentation, et Perelman également, qui a refondé, si on veut dire, l'argumentation, assimilant la rhétorique à cette dimension quasi juridique de la résolution de conflits, oubliant la rhétorique littéraire et faisant dire à Roland Barthes que dans l'ancienne rhétorique, au fond, la vraie rhétorique est littéraire et le reste est une imposture. Alors, donc, on voit bien que cette opposition de la rhétorique des conflits, la rhétorique des figures, donc, qui a marqué l'histoire de la rhétorique, s'inscrit sur un fond de déliquescence à la fois de la discipline et de flou général dans les définitions. Donc, je crois qu'il faut reprendre le problème à zéro.
Alors, quand vous regardez toutes les définitions, la première chose qui s'impose à l'attention, c'est le fait suivant. C'est que toutes les définitions reposent soit sur l'orateur, Cicéron, ou Quintilien, l'art de bien parler, ou elles s'appuient sur le discours, un discours qui est soit argumenté, soit un discours plaisant et de figure. C'est par exemple Ducrot, ou c'est même Perelman, ou c'est... Et puis, vous avez une rhétorique qui est définie sur base de l'auditoire et qui a sa racine chez Platon et qui donc joue sur les passions et les aspects les plus irrationnels de l'auditoire. Alors, si vous regardez ces trois dimensions, orateur, auditoire et le lien entre les deux, eh bien, vous retrouvez ces trois composantes qu'il vaut mieux caractériser en grec parce que, d'abord, c'est comme ça que ça a été fait au début, et ça s'est perpétué à travers l'histoire. L'orateur, on l'a appelé l'éthos, l'auditoire, on l'a appelé le pathos, et le discours, argumenté ou rhétorique stricto sensu, on l'a appelé le logos. La raison est très simple, c'est qu'au fond, l'éthos, pourquoi c'est l'orateur? Parce que l'éthos, en grec, ça veut dire le caractère. Et le caractère est très important parce que pour être fiable, un orateur doit avoir une certaine autorité, une certaine expertise. Et quand il n'en a pas et qu'on s'adresse à quelqu'un ou que quelqu'un s'adresse à vous, pour qu'on le croie, il doit avoir non pas des vertus, mais la vertu. Et donc de l'éthos, on a glissé progressivement au mot éthique, c'est-à-dire on ne demandera pas à Hitler un conseil sur la morale. Donc c'est important que la personne soit en adéquation avec les conseils qu'elle donne, et quand c'est de nature générale sur des problèmes qui concernent la cité, le groupe, ou qui sont même de type personnel et qui ne relèvent pas d'une expertise particulière, eh bien le caractère vertueux de la personne importe parce que c'est ça qui va convaincre. On a appelé l'auditoire le pathos. Ça, c'est peut-être parce que pathos, ça a donné lieu à passion, mais aussi à pathologie. Et donc, mais ça, c'est à partir de Cicéron. L'idée de pathos, pourquoi c'est l'idée de l'auditoire? Parce que, bien sûr, il subit le discours de l'autre, ça modifie son jugement, mais évidemment, le jugement est caractérisé par les passions que les gens ont et qui permet de les convaincre dans un sens ou dans un autre. Un homme en colère n'est pas facile à convaincre, et en tout cas pas de la même façon qu'un homme joyeux ou amoureux ou à qui la vie sourit. On n'utilisera pas le même type d'argument, et par conséquent, pathos et passion, on voit bien le lien. Logos, bien sûr, c'est le discours, c'est le lien entre les deux. C'est un discours qui peut être fait d'images, qui peut être fait du langage parlé ou écrit, et donc ça c'est ce qui est le plus facile à saisir, parce que logos, ça veut aussi dire la raison, donc quand vous argumentez, vous utilisez du raisonnement. Donc on voit bien que ethos, pathos, logos, au fond, c'est les trois réservoirs des définitions qu'on a données. Toutes les définitions qu'on connaît se rangent soit du côté de l'éthos, soit du côté du pathos, soit du côté du logos. Alors pourquoi maintenant on a une explication pour laquelle la rhétorique s'est délitée au fil des siècles? L'éthos est devenu très rapidement l'éthique au sens d'une discipline morale et, avec le christianisme, d'une norme de comportement qui est tirée de la religion. Alors que pouvait dire la rhétorique? Quel est l'orateur fiable? C'est l'évêque, c'est l'homme religieux, c'est l'homme de foi. Ce n'est plus l'homme de tous les jours qui discute, surtout dans un univers de plus en plus hiérarchisé. On n'est plus dans la cité des hommes libres, chère aux Grecs. Donc l'éthos se restreint et s'en va vers l'éthique et même la dogmatique. Le pathos aussi, très curieusement. Et le pathos, c'est les passions. Aristote est le seul auteur dans l'histoire de la rhétorique à avoir fait un livre sur les passions pour parler de la rhétorique. Après, elles disparaissent. Le pathos, c'est devenu le péché originel. C'est les passions, c'est ce qui est mal. Saint Augustin les rassemblait en trois grands péchés, la luxure, la cupidité et l'orgueil. Et donc les passions, c'est la nature humaine dans ce qu'elle a de plus humain, mais aussi de plus naturel, de plus répréhensible,
Amendable ou pas, c'est le problème qu'a Saint-Augustin, amendable si on va à l'église, mais pas amendable parce que la nature humaine est par nature pécheresse. Donc l'ambiguïté des passions, elle vient de là, mais surtout les passions, parce que elles ne relèvent plus que de la théologie ou de la théorie de la nature humaine, disparaissent de la rhétorique. Vous ne pouvez pas convaincre par la raison quelqu'un qui est dominé par la luxure, la cupidité ou l'orgueil. Vous ne pouvez simplement que le convertir. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de le convaincre. Donc le pathos s'en va aussi. Alors il reste le logos. Alors le logos, vous allez me dire, alors là, ça, on a le point fort. Oui, mais le problème du logos, c'est qu'en rhétorique, le logos était divisé depuis les Romains, surtout, en 4 grandes parties. L'invention des arguments, puisque vous savez que la grande différence entre la rhétorique romaine et la rhétorique grecque, c'est que la rhétorique grecque, elle ne met pas l'invention des arguments au départ. Comme on est dans une cité d'hommes libres démocratique, c'est la question qui est première, et puis, une fois qu'on a attiré l'attention de l'auditoire, on va la résoudre. Donc Aristote a une vision binaire de la rhétorique. Les Romains, pas du tout. Comme tout le poids est sur l'orateur, et que l'orateur est institutionnellement à droit à la parole, eh bien, il n'a pas à justifier la question dont il traite, puisqu'on sait bien dans quel cadre il peut l'exercer. Donc, il est avocat, il est consul, il est général, peu importe, il est tribun, que sais-je. Mais en tout cas, ce droit à la parole lui est donné socialement et non pas démocratiquement. Il ne doit pas se préoccuper d'attirer l'attention sur l'intérêt d'une question, puisque institutionnellement, la question est déjà là préalablement. Donc, il doit trouver les bons arguments. Donc, c'est l'inventio qui est première, c'est l'invention. D'où Cicéron a écrit un traité de rhétorique qui s'appelle le De Inventione, il a écrit aussi le De Oratore. Les deux se rencontrent parce que lui, d'ailleurs, le mot grec c'est eurésis qui veut dire recherche, donc c'est un questionnement, tandis que le De Inventio, c'est simplement trouver ce qui convient mieux dans le contexte social dans lequel on s'exprime, ce qui va être pertinent pour traiter de la cause à débattre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Romains vont véritablement classifier les moments d'un discours rhétorique, l'inventio, l'invention, donc la disposition des arguments, le pour, le contre, quand on est dans un contexte juridique, l'élocution, qui consiste évidemment à dire, etc., et puis la mémoire qui consiste à se remémorer la totalité de ce que l'on doit dire. Or, il va y avoir un monsieur très important, surtout en France, qui est Descartes, qui va arriver et qui va écrire les règles de la méthode, qui, si on lit les règles de la méthode telles quelles, c'est un mystère total. Il y a 4 règles et elles sont absurdes, et la dernière l'est encore plus. La première, donc, c'est de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connus évidemment être telle. Et ça va être l'inventio. Donc il dit, attendez, maintenant on va tout transformer en analyse. On va tout transformer en discours mathématique. L'inventio, c'est de trouver les bonnes réponses. Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. C'est la disposition. Il faut aller du simple au complexe, comme dans l'analyse. La troisième, bon, c'est l'ordre, donc c'est l'élocution. Et puis la dernière qui est absurde, parce qu'aucun mathématicien n'applique ça ou le fait naturellement. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre. Personne ne fait ça en mathématiques. C'est simplement parce qu'il recopie les traités de rhétorique et qui dit « je transforme ça en traité de découverte des bonnes résolutions en mathématiques ». D'ailleurs, en latin, le mot est ingenium, qui correspond à inventio chez Quintilien et chez Cicéron. Donc on voit très bien que Descartes tue le logos au sens du raisonnement. Maintenant, raisonner, ça sera faire comme il dit, comme il vient de dire dans les règles de la méthode, comme il va l'appliquer dans le discours de la méthode. Et la rhétorique, alors il reste quoi la rhétorique? Les figures, c'est-à-dire ce discours plaisant qui est articulé autour, et ça devient un discours stérile. Donc il ne reste plus que ça. Et on comprend que du XVIIe jusqu'au XXe siècle, la rhétorique, au mieux d'elle-même, est littéraire, au pire, c'est le discours du courtisan qui trouve la bonne formule pour ne pas dire directement ce qu'il peut dire figurativement.
Voilà l'explication. Donc, l'éthos, le pathos et le logos. Bon. Maintenant, si vous voulez unifier la rhétorique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre les trois dimensions, ethos, pathos, logos, et il faut redonner à ces trois dimensions la force et la valeur qu'ils ont sans privilégier une des trois dimensions et subordonner les deux autres. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut plus faire si on veut garder l'apport de l'histoire de la rhétorique et en même temps aller un petit peu plus loin. Alors, donc, la définition que je propose et qui, je crois, aujourd'hui est amplement acceptée dans le monde des spécialistes de la rhétorique, c'est l'idée que, au fond, la rhétorique, c'est la négociation entre l'éthos et le pathos, donc des individus, et c'est là que ma définition va changer un petit peu les choses. Je voudrais montrer, ce qui n'avait jamais été fait, que c'est le questionnement qui est fondamental pour expliquer l'objet de la négociation. En fait, la négociation de la distance entre les individus se fait toujours sur une question. Cette question, elle est plus ou moins problématique, et c'est elle qui donne la mesure de la distance. Alors, pourquoi introduire le questionnement ? Alors, je crois que c'est pour des raisons philosophiques. Je crois qu'il n'y a pas de véritable théorie de l'argumentation qui se tienne, ou de la rhétorique, qui se tienne si vous n'utilisez pas le questionnement pour expliquer. On discute d'une question, on ne discute pas d'une thèse. Le modèle de la réfutation, je pense, de la joute oratoire, lui-même, malgré Aristote, présuppose un problème sous-jacent. Donc, quand on parle, qu'on écrit, qu'on s'exprime, on a toujours une question en tête. C'est toujours une question qui est là et qui est sous-jacente. Alors, évidemment, il y a des questions peu problématiques, comme dans l'usage, dans la vie de tous les jours. Nous rencontrons tous des gens qui vous demandent comment ça va. On n'attend même pas la réponse parce qu'on ne s'y intéresse pas et on dit « Et vous, comment ça va ?» On a donc des questions qui sont peu problématiques et qui définissent une distance sociale que l'on veut atténuer ou en tout cas psychologiser d'une manière positive. Toutes les normes de politesse ont cette fonction-là. On va chez son épicier, on parle du temps qu'il fait. Tout le monde s'en fiche parce qu'on le voit bien. C'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est non problématique. Tout le monde voit bien le temps qu'il fait. Mais le fait d'en parler met de l'huile dans les rouages. Alors, si vous voulez, le fait qu'il y ait le questionnement est fondamental parce que c'est ça qui motive les opérations de l'esprit, la perception, le langage, la manière dont on s'adresse aux gens en général. Alors, évidemment, pourquoi faut-il une philosophie du questionnement ? Parce qu'il ne faut pas non plus être trivial et dire on questionne, bon voilà, etc. Il n'y a pas de théorie de l'argumentation qui se soit développée d'une manière extrêmement fondée sans qu'il y ait une approche philosophique sous-jacente. C'est pour ça que je suis très réticent à l'égard des théories du langage, de l'argumentation. Je pense par exemple à celle de Ducrot avec des marqueurs. Bon, elle tourne vite court, elle a d'excellents exemples, mais il n'y a pas de théorie. Et bien sûr, il ne peut pas y en avoir, parce que, bon, ne fût-ce que parce qu'on sait très bien qu'on peut argumenter et faire de la rhétorique sans utiliser de marqueurs. Si je dis il est 1h pour dire passons à table, c'est un argument pour passer à table, mais dans il est 1h, il n'y a aucun marqueur, ni mais, ni d'ailleurs, ni même, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que dans le langage, il y a des marqueurs, mais on ne va pas dire une fois sur deux, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, mais c'est intéressant de voir ces exemples. Bien sûr, il ne s'agit pas de dénigrer l'apport qui a été fait par les linguistes, il s'agit simplement de voir qu'on on tourne vite à court. Donc il faut une théorie de l'argumentation qui soit appuyée par la philosophie, et on le sait depuis Aristote que c'est le cas, on le sait même avec Cicéron, qui avait une philosophie humaniste de la rhétorique, qui pensait qu'elle pouvait se substituer à la philosophie, ce qui est une erreur philosophique, mais en tout cas il avait cette vision-là.
Et je pense que, bon, et Perelman était philosophe, donc et Toulmin aussi, enfin bref, Habermas aussi, puisque, bon, au XXe siècle, le propre des théories de l'argumentation, c'est qu'elles reviennent en force aussi chaque fois avec l'éthos ou le pathos ou le logos en bandoulière. Habermas est obsédé par l'éthos. Il pense que quand quelqu'un parle, il reconnaît à autrui exactement les mêmes droits moraux qu'anciens universalisables que ceux qu'il s'accorde à lui-même. C'est optimiste, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il se fait de l'argumentation, c'est une théorie de l'éthos. Perelman ignore les passions, enfin ça c'est tous, il ignore les passions, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un argument, on se rend rationnellement à cet argument parce que la raison l'emporte sur les émotions, ce qui est évidemment un petit peu naïf. Toulmin, lui, pense la même chose. Si vous lisez son livre, il n'y a ni orateur ni auditoire, ça fonctionne en soi. Bon. Donc, vous retrouvez toutes ces vieilles distinctions dont j'ai parlé, qui nous sont léguées par les Grecs et les Romains, vous les retrouvez au XXe siècle. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut faire une sorte de table rase. Donc, quand je dis, si vous voulez, c'est le petit plus que je voudrais apporter, c'est que la négociation des individus, donc entre l'éthos et le pathos, se fait sur une question qui est plus ou moins problématique. Et maintenant, on voit bien la différence entre la rhétorique et l'argumentation. Dans l'usage, et puis je vais vous expliquer la nature. Lorsqu'une question est très problématique, elle est sur la table, on est obligé de la traiter, et donc on est obligé de donner des arguments pour et contre. L'argumentation, c'est la confrontation, dont le modèle a été le droit, puisque dans un tribunal, il y a les avocats d'une partie et les avocats de l'autre partie qui s'affrontent. Il y a toujours une confrontation argumentée. Donc ça, c'est parce que la question est sur la table. Est-il coupable? Est-il innocent? Était-il là à tel moment et pas à tel autre? A-t-il signé ce papier ou pas? Etc. Donc ça se discute. Lorsque la question est peu problématique, on utilise la rhétorique. Parce que la rhétorique, c'est, si vous voulez, dans un cas, la question est sur la table, et en rhétorique, la question est sous la table. Mais pour la faire passer comme étant résolue, il faut du style, de l'éloquence, de l'élégance, et donc des figures. Le langage figuratif, c'est une manière de faire comme si la question ne se posait pas. Les publicitaires le savent bien, parce qu'ils fonctionnent, lorsqu'ils utilisent de la rhétorique, ils font comme si la question ne se posait plus. L'exemple que j'aime bien, que vous connaissez probablement tous, c'est la publicité pour Chanel numéro 5. Vous voyez un chaperon rouge qui, grâce à ce parfum, dompte des loups, et ils s'en vont à la conquête de Paris, illuminés, la tour Eiffel est illuminée, on ouvre la porte et les loups suivent le petit chaperon rouge. Je me dis, comment peut-on vendre un parfum, donc une odeur, sur un écran? C'est très difficile. Alors le publicitaire, il est presque problématologique implicitement. Il se dit, la seule manière, c'est de dire qu'avec le parfum, plus aucun problème de la vie quotidienne ne se pose. Même les loups sont dotés par le petit chaperon rouge. Mais c'est fictif, donc c'est un conte de fées. C'est que dans les contes de fées que les problèmes disparaissent, sont résolus comme par un coup de baguette magique. C'est féerique. Donc ils utilisent le conte de fées, littéralement parlant, pour montrer que plus aucun problème ne se pose. Ce qui est illusoire, ce qui est une fiction, mais une fiction bien agréable. Et donc les loups vont suivre le chaperon rouge au lieu de le manger et partir à la conquête de Paris, car avec Chanel numéro 5, tous les succès sont possibles. Et donc on voit bien que la question est avalée. Elle est résorbée, elle disparaît. C'est le but, c'est ce que j'appelle sous la table, par opposition de sur la table, où il faut l'affronter. Donc une question peu problématique, on la traite rhétoriquement, et très problématique, on est obligé de voir le pour et le contre, d'ailleurs l'alternative qu'elle définit et qu'elle dessine en étant explicitement formulée. Donc rhétorique et argumentation, leur usage est très clairement délimité. C'est une question peu problématique. Mais en publicité, quand la question est sur la table, on argumente. Et alors, il n'y a plus de féerie. Par exemple, les publicités pour les lessives. Est-ce que ça lave plus blanc que telle autre lessive? Mais oui, regardez le t-shirt de mon fils qui revient du football et qui est vraiment... bon, voilà, donc... Alors, ça, c'est, si vous voulez, donc l'idée d'Aristote que la rhétorique est la contrepartie de l'argumentation, c'est clair. C'est deux manières de traiter du questionnement. Et pourquoi il n'a pas explicité ça? Parce qu'il n'avait pas une théorie du questionnement, en tout cas explicite, pour parler de la rhétorique. Et donc, pour lui, il voyait bien que les deux se renvoyaient l'un à l'autre sans expliquer pourquoi.
Et il ne l'a jamais expliqué, si ce n'est que dans le livre 8 des Topiques, évidemment, on voit bien que pour lui, la joute oratoire, c'est le jeu questions-réponses, et qu'en rhétorique, on produit un discours, et que la question est souvent refoulée, implicite, mise à distance. Donc, c'est très intéressant parce que ce mystère-là, en tout cas, a été éclairci. Rhétorique et argumentation, c'est deux manières de traiter de la question. Mais si vous regardez bien la définition, il y a aussi la notion donc de distance. Et cette notion de distance est fondamentale. Elle est fondamentale et je pense que dans la rhétorique, on négocie la distance. Que veut-on dire par là? Écoutez, on connaît tous, je vais prendre un exemple. Nous sommes toujours en train de négocier la distance entre les individus, d'une manière implicite ou explicite. Je vais prendre un exemple qui pour moi n'est pas amusant, mais qui j'espère pour vous le sera. Si j'ai un collègue dont je tairai le nom, qui j'aime pas du tout, qui m'aime pas du tout, mais c'est pas grave. C'est quand il vous parle, il est très grand, il vient vers vous, il s'avance et vous reculez. Vous avez remarqué? Non, vous reculez. À un moment donné, vous êtes dos au mur, vous ne pouvez plus bouger, il vous parle comme ça, en vous postillonnant dessus, et voilà. Donc la notion de distance est une notion extrêmement physique. On a tous une distance minimale d'environ 30 cm, et remarquez bien que quand on rentre dans ce cercle, naturellement on recule. Donc la distance, c'est quelque chose qui est physique, ce qui faisait dire à Darwin que, au fond, et même à William James après, que les passions, le pathos s'exprimait d'une manière corporelle. C'est vrai quand la distance est faible, c'est moins vrai quand la distance est beaucoup plus grande. Regardez le sens des mots comme j'aime, quand c'est très passionnel, le j'aime a une autre connotation que lorsqu'on dit j'aime bien Obama ou j'aime les petits pois. On sent bien que la force des mots qui expriment les passions sont vraiment en fonction de la distance. J'aime ou j'aime pas, ou c'est bien, enfin, bref. On se rend bien compte que la distance module la force des mots, leur force pragmatique, comme on dit, c'est-à-dire l'impact que cela a à la fois pour l'orateur et aussi en ce qui concerne le rapport à l'interlocuteur, c'est-à-dire ses fonctions de leur distance. Donc la notion de distance est une notion fondamentale en rhétorique. L'accord, c'est une diminution de la distance à propos d'une question. Ça ne veut pas dire qu'on est proche de quelqu'un avec qui on est d'accord, qu'on est proche sur tout, mais on est proche sur cette question. Et bien sûr, lorsque l'on parle de rhétorique, on ne peut pas, c'est souvent l'angélisme par exemple d'un Habermas, c'est de penser que l'objectif de la rhétorique c'est l'accord, c'est d'arriver à une sorte d'union de l'universel dans les singularités qui se rencontrent. On sait très bien qu'il y a une rhétorique de l'insulte. Nous utilisons dans les insultes une rhétorique particulière, par exemple l'usage des mots puisés au règne animal. La plupart de nos insultes sont parce que l'homme est un être qui veut s'arracher à la nature, comme dit Kant, et par conséquent, on veut évidemment utiliser des mots qui rabaissent l'autre au pur biologique et au pur physique. Et par conséquent, la rhétorique de l'insulte va créer de la distance, mais c'est quand même de la rhétorique. Donc la rhétorique négocie toujours la distance entre les individus, et c'est toujours sur une question donnée, parce que si les gens ne parleraient pas, s'ils n'avaient pas une question en tête qui les anime et qui fait l'objet du débat ou du non-débat dans des questions purement rhétoriques. Alors, une fois qu'on accepte cette vision, avec ce minimum d'axiomes qui vraiment est minimum, c'est-à-dire que l'on débat de questions, alors du coup, la définition que je viens de donner, elle permet de structurer, de restructurer et de repenser les trois grandes composantes de la relation rhétorique, l'éthos, le pathos et le logos. Commençons par l'éthos. Nous avons dit l'éthos, c'est le caractère. Ok. On ne sacrifie rien de ce qui a été donné dans la tradition définitionnelle. Mais si on prend la lecture problématologique, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'orateur répond à une question. Et qu'attend-on d'un orateur qui répond? On attend de l'expertise, on attend de la fiabilité, on attend évidemment de l'autorité. Ça veut dire qu'on attend de lui qu'il puisse mettre un terme au questionnement,
qu'on lui adresse. Si vous allez chez un avocat parce que vous avez un problème juridique, vous attendez de lui, par son expertise, donc par son ethos, qu'il réponde à la question qui est la vôtre. Vous allez chez un médecin parce que vous avez des symptômes qui vous inquiètent, vous attendez de lui qu'il vous réponde sur ce que veulent dire ces symptômes. Vous attendez donc des réponses. Si vous allez chez l'homme de la rue, votre voisin, votre ami, vos proches, vous attendez qu'il vous réponde sur ce qui, de manière générale, donc l'éthos devient moral. Alors, l'éthos, c'est ce qui met un point d'arrêt au questionnement. Et l'exemple qui est peut-être le plus frappant, c'est celui de l'enfant de 3 ans qui, à un moment donné où il a des doutes sur lui-même, sur sa place dans la famille, à ce moment-là, il commence à poser des questions pourquoi. On a tous vécu ça. On est dans la voiture, par exemple. L'enfant dit « Pourquoi est-ce qu'on va en voiture ?» Il dit « Parce que ça va plus vite pour aller à l'école. » « Pourquoi est-ce qu'on doit aller à l'école ?»« Parce qu'on va à l'école. » Et à la fin, le parent en a marre. Il dit « Écoute, c'est ainsi parce que c'est ainsi. » Et vous dites « Ça, c'est le coup de force. » Et l'enfant sourit. Il est content. Vous n'avez en rien répondu. Qu'est-ce que vous avez simplement fait ? Vous avez montré que vous aviez l'éthos du père ou de la mère. Vous étiez capable de donner une réponse qui mettait un point final à son angoisse, à ses interrogations. Donc, l'éthos du père se trouve conforté dans l'acte d'autorité qui consiste à mettre un point final à la chaîne interrogative, parce que derrière ces questions, c'est ce qui était demandé. Donc, l'éthos, c'est véritablement ce qui met un point final. Ça devient, pour passer à l'âge adulte, ça devient la notion de raisonnable. Aristote et les Grecs en général, mais aussi les stoïciens, donc Cicéron, disaient qu'au fond, pour mettre un point d'arrêt à des questions, il fallait manifester des vertus comme la tempérance, la justice, le courage, la phronésie, c'est-à-dire cette capacité de distinguer le bien et le mal. Et en fait, dans l'époque moderne, on appelait ça tenir compte des conséquences. C'est-à-dire, on répond et à un moment donné, on s'arrête. Le fait de s'arrêter, c'est-à-dire d'avoir manifesté ce que Weber appelait l'éthique de la responsabilité, c'est-à-dire tenir compte des conséquences et s'arrêter à temps pour ne pas aller jusqu'au bout, parfois de raisonnements dont les conséquences sont inacceptables ou non désirées. Eh bien, les rhétoriciens ou les rhéteurs, je ne sais pas comment il faut dire, ont utilisé la notion de raisonnable. Être raisonnable, c'est savoir s'arrêter. Et c'est une propriété de l'orateur. Il doit être raisonnable en ce sens qu'il ne doit pas pousser son raisonnement au-delà de ce qu'il faut. Et c'est le raisonnable qui est la norme. C'est une éthique, donc, de la responsabilité. À l'inverse de l'éthique de la conviction, qui va jusqu'au bout du principe adopté et qui, d'une manière quasi déductive, va aller au terme du raisonnement et de l'action qui va. Ce sont évidemment souvent des hommes dangereux. C'est pas qu'il ne faut pas avoir des convictions, mais il faut savoir parfois y mettre un terme. Et ça, c'est être raisonnable. Donc, cette éthique de la responsabilité, c'est au fond, c'est ce qui correspond à l'éthos en tant qu'il était fait de ces 4 vertus cardinales que les Grecs et les Romains nous ont vanté, aussi bien Cicéron dans les Tusculanes que Aristote dans l'Éthique Nicomaque, bien évidemment. Alors, ça c'est pour l'éthos. Puis, il y a le logos. Le logos, il faut le repenser interrogativement. Vous allez dire, là, bon, c'est un échange où le questionneur et le répondant... bon. Alors, comment penser le logos interrogativement ? Je crois que c'est assez simple. Notre langage est toujours un renvoi constant à des questions sous-jacentes et nous nous en rendons peut-être pas compte, mais dans l'usage, nous le savons. Je vais prendre quelques exemples qui illustrent ça très bien. Je vais aller du plus évident au moins évident. Le plus évident, je me souviens d'un débat entre Nixon et son opposant, je crois que c'était McGovern, et à un moment donné, Nixon sort cette phrase terrible et dit « Mon opposant est un homme honnête ». Voilà un compliment. Eh bien, il l'a tué, parce qu'il soulève la question de l'honnêteté, et en soulevant la question, ça veut dire qu'elle est pertinente.
Donc, faites l'expérience. Si vous êtes dans une administration ou dans une entreprise, allez chez votre chef de service et dites « Chef, je sais que vous êtes honnête », vous n'allez pas durer longtemps. Hein. Bon, pourquoi vous dites « Mais je lui ai dit qu'il était honnête ». Oui, mais ça veut dire que la question se posait. Et voilà. Bon. Alors, allons un cran plus loin. Freud, le déni. Le déni, c'est ça. Si vous dites à quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, j'interroge un étudiant que j'aime pas du tout, il arrive dans mon bureau et je lui dis « Je n'ai rien contre vous ». Il va être inquiet. Pourquoi va-t-il être inquiet ? Parce que j'ai soulevé une question dont je dis au même moment qu'elle ne se pose pas. Donc mon propos se détruit. La question reste, l'alternative émerge. Donc j'ai quelque chose contre vous. Donc, le déni, c'est ça. C'est-à-dire que je soulève une question dont seule la réponse alternative est possible. Donc on voit bien qu'il y a là des cas évidemment assez évidents. Prenons un exemple de Ducrot. Je demande à une charmante jeune fille de faire une promenade avec moi. Et elle n'ose pas me dire non, alors elle me dit « Il fait beau, mais pas assez chaud ». Bon, la célèbre phrase de Ducrot, avec « mais », ben, ça veut dire quoi ? Il fait beau, c'est un argument pour aller se promener. Mais il ne fait pas assez chaud, c'est un argument pour ne pas aller se promener. Donc, en fait, elle reprend ma question en donnant une réponse pour et contre, et si elle dit « mais », c'est parce que le contre l'emporte. Tout le monde a bien compris qu'elle m'a dit non, elle ne l'a pas dit directement, elle l'a dit indirectement. Parce qu'il y a une question qui était sous-jacente. Vous allez me dire, c'est normal que je l'avais posée. Mais dans la vie de tous les jours, on utilise le « mais » sans pour autant renvoyer à une question qui est explicite. Maintenant, j'arrive au moins évident. Vous m'avez accordé tout ce que je viens de dire. Vous me dites, écoutez, monsieur, quand je dis, je sais pas moi, Napoléon, je ne vais pas dire a perdu à Waterloo parce que je suis en France, je vais dire Napoléon a gagné à Austerlitz. Donc, si je dis Napoléon a gagné à Austerlitz, il n'y a pas de question. Il n'y a rien. J'ai utilisé un sujet, un verbe, un prédicat. Où est votre question ? Ah ben oui, il y a bien des questions dans cette phrase. Parce que Napoléon, c'est celui qui a épousé Joséphine, celui qui a fait le 18 Brumaire. C'est celui qui, où, quand, comment, en clair. Tous les termes de notre langage sont des réponses condensées à des questions qui ne se posent plus. Et la preuve, c'est qu'on peut parler. On ne va pas reprendre toutes les questions en parlant de Napoléon. On ne va pas... Austerlitz, on ne sait peut-être pas exactement où c'est, etc. Mais on fait cette hypothèse. Donc, quand on dit Napoléon a gagné à Austerlitz, on suppose que l'on comprend ce qu'est gagner une bataille, où est Austerlitz, peut-être quand ça a lieu. Donc, clairement, nous avons des interrogatifs implicites et quand nous ne comprenons pas, on pose la question et alors on dit la même chose avec les interrogatifs. Mais tu sais bien, Napoléon, c'est celui qui a fait le coup d'État du 18 Brumaire, c'est celui qui a épousé... Ah, d'accord, Austerlitz, c'est une bataille où il y avait les Prussiens. Ah, bon, d'accord, etc. Et donc le logo sert à exprimer les questions et les réponses, le problématique et le non problématique, avec un sol commun. Mais parfois, ce sol commun est purement, purement illusoire. On sait bien qu'une des plus célèbres dates qu'on apprend à l'école, c'est 1515, et je suis sûr que la plupart d'entre vous, et moi y compris, on ne sait pas ce qui s'est passé à Marignan, donc on devrait d'ailleurs plutôt retenir 1616, qui est la date de la mort de Cervantes et de Shakespeare. Mais bon, en histoire, on aime bien les batailles et pas les grands hommes de lettres, donc va pour 1515. Mais quand on dit c'est la bataille de Marignan, bon, c'est quoi la bataille de Marignan ? Ah bon, vous voyez, donc on vit sur un sol de réponses qui sont plus ou moins partagées, dont on ne fait pas le détail et qui nous permettent de nous exprimer et qui nous permettront de raisonner. Ce non problématique, c'est ce qui va servir à argumenter. Mais bon, j'expliquerai ça la semaine prochaine, donc là-dessus je ne vais pas m'étendre. Mais ce que je veux simplement vous montrer, c'est que même dans des phrases affirmatives, innocentes, dont la forme semble n'avoir aucun lien avec l'interrogativité est présente, sous-jacente, même syntactiquement, parce que vous pourriez me dire, oui, mais c'est dans l'usage, c'est les gens qui déterminent. Non, dans l'usage. Les termes de notre langage sont des réponses à des questions qui ne se posent plus, pour lesquelles le sens est acquis plus ou moins. Je vous dis, la bataille de Marignan, mais beaucoup de choses, des mots que nous utilisons, souvent, si on nous demande de les définir, on ne connaît pas l'ensemble des sens qui sont attachés à ces mots parce que nous en avons l'habitude. Mais en fait, c'est parce que les questions ne se posent plus et que les réponses nous sont familières.
Donc le logos, c'est bien ça, c'est bien un jeu où on exprime le problématique et le non problématique dans une négociation permanente où on le traduit. Et ça a une fonction, et une fonction qui est rhétorique, parce que ça a un effet sur l'auditoire. On peut parler, par exemple, également du langage des images. Lorsque, à la fin du Moyen-Âge, il s'agissait d'exprimer le langage de la religion à des fidèles qui, à l'Église, ne connaissaient pas le latin, les toiles ou les sculptures étaient là pour faire passer le message christique, alors même qu'il était inintelligible par la langue utilisée par le clergé. Et bien sûr, ça a donné de grandes œuvres d'art dont il ne s'agit pas de réduire justement la grandeur à cette portée rhétorique, mais là, les images avaient une portée rhétorique. Il s'agissait d'exprimer la rhétorique comme renforcement du lien communautaire sur base d'un savoir commun qui allait s'ériger. Et donc, on voit bien que le langage soit visible ou parlé ou écrit, il a cette fonction de négocier le problématique et le non problématique en supposant des niveaux d'accointance avec le non problématique qui est évidemment variable, qui est culturel et qui n'est pas forcément déterminé dans le détail. Alors, il y a le pathos. Le pathos, c'est les passions. Moi, je suis pour le retour de la théorie des passions en rhétorique. La théorie des passions est quelque chose de fascinant. Il faut la reprendre à la psychologie, il faut la reprendre sûrement à la théologie. Il faut, si vous regardez l'histoire de la théorie des passions, il y a une réhabilitation des passions qui se fait certainement depuis le XVe siècle. L'opprobre augustinien a été carrément renversé. Le retour du péché d'orgueil a été aboli par Machiavel, qui disait qu'il était normal de rechercher les honneurs et le pouvoir dans notre société et qu'on avait beau se mettre un voile pudique devant la face, les gens recherchent le pouvoir, luttent pour cela, et à commencer par ceux-là même qui le condamnaient, à savoir l'Église. Impitoyable Machiavel sur le rôle de l'Église. On le voit également, donc ce retour de l'orgueil, on le voit également pour la cupidité. Hirschman a écrit un livre entier sur la manière dont les passions sont redevenues des intérêts, c'est-à-dire dès Adam Smith, par exemple, on voit le retour de la passion, ou même avec Mandeville, on voit bien qu'il est normal, qu'il est même rationnel, qu'il est bénéfique pour l'intérêt général de poursuivre son intérêt particulier, parce qu'on augmente l'intérêt général. Donc ce n'est plus une passion condamnable, c'est un intérêt rationnel. Et puis le troisième moment, évidemment le péché de chair, avec Freud, loin d'être considéré comme anormal, il est normal, et par conséquent, on peut en parler parce que tous les êtres humains, comme êtres vivants, sont soumis à la sexualité. Donc on voit bien que ce renversement de l'augustinisme, qui consistait à mettre à distance les passions, a disparu au fil des siècles. Ça a mis longtemps, il est vrai. Et on voit bien que, même si chacun de ces auteurs a son antidote, parce que la passion débridée entraîne évidemment des excès condamnables. Pour Adam Smith, vous avez Marx, pour Machiavel, vous avez Montesquieu, donc le pouvoir limite le pouvoir, et pour Freud, vous avez Freud lui-même, qui, donc la libido c'est bien, mais la civilisation c'est mieux. Voilà, donc à la fin de sa vie. Mais on voit bien que il y a dans cette théorie des passions, qui est réhabilitée, une nécessité de la réintroduire, y compris en rhétorique, où c'est clair que qu'est-ce que c'est que la passion ? Eh bien, en rhétorique en tout cas, pour moi, la passion est fonction de la distance. Vous avez remarqué que quand la distance est très faible, la passion est très forte. Et quand la distance est très forte, les passions sont très faibles, et on appelle ça des valeurs. D'où ma thèse générale, c'est que les valeurs, ce sont des passions sans la subjectivité, et que les passions, ce sont des valeurs avec de la subjectivité. Regardez quand vous dites « j'aime » ou « j'aime pas », eh bien, vous exprimez évidemment votre préférence subjective,
mais derrière ça, il y a des valeurs. Et quand vous défendez des valeurs, quelque part, il y a de la passion. C'est-à-dire que si vous attaquez quelqu'un sur ses valeurs, ça dégénère vite. C'est-à-dire que très vite, vous voyez qu'il est impliqué dans son discours, parce que son discours n'est pas neutre, il est porteur de, comment je vais dire, de ce dépouillement des passions qui très vite ressurgit quand vous créez une proximité par l'affectif de la discussion âpre. Donc les passions, c'est vraiment, comme les valeurs, sont modulées par la distance. Et par conséquent, on est obligé d'avoir une théorie des passions. Et d'ailleurs, remarquez que dans les passions, vous avez, puisque la passion, c'est une très grande proximité, l'éthos est donc écrasé sur le logos et sur le pathos. Et dans les passions, vous avez ces trois composantes. Tout le monde est d'accord pour dire que dans une passion, vous avez l'élément de plaisir et de déplaisir. Vous avez l'élément de jugement, donc de logos, et vous avez un élément d'appréciation de la distance avec autrui. Vous avez ces trois éléments, le rapport au pathos dans le pathos, le rapport au logos et le rapport à l'éthos. Alors, certains auteurs ont mis l'accent, de nouveau, c'est comme pour la rhétorique, on trouve tout et n'importe quoi. Certains auteurs ont privilégié dans la théorie de la passion, ils ont privilégié quoi? Ils ont privilégié le sentiment de plaisir et de déplaisir. Spinoza est un excellent exemple. D'autres ont privilégié la notion de jugement. C'est le cas des stoïciens, puisque pour les stoïciens, on pouvait soigner ses passions en corrigeant son jugement. Et donc, on allait, parce que quand on est fâché sur quelque chose. Alors, si on revise de quelque chose, on ne sera plus fâché. On verra que, bon, c'est pas important, etc. Donc, cette idée, et ça a traversé tout le XXe siècle, et tous les philosophes américains aujourd'hui, je pense à quelqu'un que vous connaissez peut-être qui est Martha Nussbaum, eh bien, dans The Upheavals of Thought, elle montre que, pour elle, la passion, ce n'est que du jugement. Elle a tort, ça n'est pas que du jugement. Et puis, il y a le troisième élément, qui est l'évaluation de la distance. Il est clair que quand un bien est lointain, j'ai de l'espérance, mais quand il s'enfuit, je désespère. Quand un mal s'approche très fort, j'ai une crainte, et quand il est lointain, c'est une vague peur. Donc la notion de distance module clairement la force et même la traduction subjective de ce que l'on éprouve. Hume avait un excellent exemple. Il dit, si je vois un enfant près de moi qui souffre, mon indignation va être totale. Il meurt de faim, je vais faire quelque chose. Mais si on me dit qu'il y a 2000 enfants par jour qui meurent au Darfour, je vais être indigné au niveau des principes et des valeurs, mais ça ne va pas faire en moi un quelconque mouvement corporel d'indignation ou de colère. Ce sera une colère intellectuelle. L'intellectualisation de la passion repose sur la distance. Donc il faut réintégrer la théorie des passions dans la théorie de la rhétorique. Parce que si vous vous adressez à quelqu'un, vous devez savoir quelle est la distance qui vous sépare de lui, comment vous allez négocier celle-ci. Ça veut dire que vous allez devoir intégrer ses valeurs si la distance est grande et l'émotion si la distance est faible. Et nous le faisons tous. Je vous donne un exemple, et je terminerai par là puisqu'il est midi. Vous avez un enfant et vous lui dites, voilà, il fait froid, mets ton manteau. Et puis, il n'est pas d'accord. La discussion s'entame, s'envenime, et à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, écoute, maintenant tu vas obéir, je suis ton père, tu fais ce que je te dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes passé de l'affectif à la distance subjective, très proche, vous avez donné une instruction, et puis la distance, évidemment, augmente, et vous avez pris un rôle social. Je suis ton père, donc tu es mon fils, et donc tu dois obéir. Et donc, cette distance augmente, et vous avez pris une autre posture. Et cette autre posture, c'est parce que la distance a augmenté, le conflit s'est envenimé, et donc vous avez changé d'argument, changé de registre. Et nous faisons ça, évidemment, pas tout le temps, mais nous sommes sans arrêt en train de moduler la distance. Et c'est souvent parce que nous n'apprécions pas la distance avec autrui que nous nous trompons sur les bons arguments. C'est quoi un bon orateur? C'est vrai que là, il n'y a pas de technique toute faite. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui connaît la distance et qui sait œuvrer dans l'espace qui existe. Et quand il se trompe sur l'auditoire réel, eh bien, il rate son coup.
L'exemple le plus célèbre en France, c'est Jospin, qui pensait que son auditoire, c'est-à-dire les Français, voulait un bon comptable. Alors il avait été un très bon ministre, très bon Premier ministre, mais il s'est présenté aux Français pour être président comme un comptable, ce qui ne fait pas très rêver. Donc forcément, les Français ont dit oui, c'était un bon comptable, mais c'est pas ça qu'on attend d'un président. Il s'est trompé sur son auditoire. Et en se trompant sur son auditoire, il ne l'a pas convaincu, comme vous le savez. Voilà, je vous remercie de votre patience.